Mesdames, Messieurs, nous allons démarrer quasiment à l'heure cette leçon inaugurale de l'école de Chaillot. Et au nom de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dont je suis la présidente, je suis heureuse de vous accueillir ici et aussi à distance, puisque cette année, nous avons le plaisir d'être aussi en duplex avec 3 villes en région, j'y reviendrai, pour la leçon inaugurale qui marque symboliquement la vie de l'école de Chaillot. On peut même dire qu'elle fait partie de la mémoire reptilienne de cet établissement. Alors, du reptile à l'éléphant, il y a une petite distance de taille, mais je pense que nos invités y reviendront pour nous expliquer ce titre à la fois énigmatique, poétique, ainsi que la magnifique photo qui l'illustre. L'école de Chaillot est le département formation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est l'opérateur national du ministère en faveur de la valorisation de l'architecture dans toutes ses dimensions patrimoniales et architecture contemporaine. Dans les missions fondatrices de la Cité, il y a évidemment la diffusion de la culture architecturale à destination du grand public, car cette explication, cette compréhension de l'architecture est essentielle. Elle permet à la fois de mieux l'apprécier, de mieux la faire vivre et de mieux la comprendre aujourd'hui. La leçon inaugurale de l'école de Chaillot s'adresse à tous les publics, et je suis heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, bien qu'elle soit en premier lieu destinée à ses élèves, architectes diplômés, qui suivent un cursus de spécialisation en conservation et restauration du bâti ancien, urbain et paysager. Benoît Melon y reviendra. Elle constitue, cette leçon inaugurale, un des moments clés de l'enseignement dispensé par l'école. Instaurée en 2005 avec la conférence du sénateur Yves Dauge, elle a mobilisé nombre de grands architectes français ou étrangers, Pierre-Louis Falucci, Jean Nouvel, Alexandre Chemetov, Wang Shu, Salma Samar Damlouge, Philippe Prost, Bernard Desmoulins, José Ignacio Linazar Soros et Patrick Bouchin. Ils nous ont fait partager leur vision du métier d'architecte et nous ont expliqué leur rapport à l'histoire et au patrimoine dans leur pratique des projets d'architecture. Cette année, le nouveau directeur de l'école de Chaillot, Benoît Melon, que je salue, m'a proposé de renouveler le format de ce cycle. Cette année est donc marquée par 2 innovations. Tout d'abord, il nous a semblé important d'ouvrir le dialogue que les architectes entretiennent avec la société en bénéficiant d'un regard à la fois extérieur et expert. Ce n'est donc pas un architecte seul qui vient nous exposer aujourd'hui sa réflexion sur les rapports que le patrimoine entretient avec la création et sur la fabrication de la ville aujourd'hui, mais un duo original composé d'un grand écrivain, membre de l'Académie française, à la curiosité insatiable et au savoir impressionnant, Éric Orsena, et un architecte, chercheur paysagiste, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, Nicolas Gilsoul, qui ouvre aussi des champs de réflexion passionnants. Co-auteurs tous les deux d'un ouvrage qui est à l'extérieur, Désir de ville, paru aux éditions Robert Laffont en 2018. Vous avez accepté l'un et l'autre, et soyez-en très chaleureusement remerciés, d'écrire de manière orale, finalement, un chapitre supplémentaire à votre ouvrage autour de la place du patrimoine dans la ville d'aujourd'hui. Vous allez nous livrer, chacun à votre manière, votre perception et votre vision du patrimoine à travers vos expériences de voyage, et nous faire prendre conscience des défis à relever pour la sauvegarde du patrimoine afin qu'il s'inscrive et figure dans la modernité des villes de demain. D'autre part, nous sommes heureux, deuxième innovation, d'associer au public de cet auditorium, qui va suivre cette leçon en direct, un plus large public qui se trouve sur le territoire. Nous sommes ainsi en simultané avec l'École nationale supérieure d'architecture de Rennes et ses enseignants, avec ceux de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg et avec des personnes rassemblées par le CAUE de Montpellier. Je remercie les services de la Cité qui se sont mobilisés pour permettre cette première, ainsi évidemment que les responsables de ces 3 sites qui nous accompagnent. Il est très important que la Cité porte sa parole au-delà du cercle restreint des murs parisiens, aussi prestigieux soit-il. Et j'ai tenu personnellement avec Benoît à ce que cette opération puisse revêtir un caractère exemplaire. En effet, cette conférence est le prologue d'une réflexion sur la place du patrimoine dans la ville de demain, qui a toute sa place à la Cité et à l'école. La revitalisation des centres anciens est une question de société, vous le savez, qui est posée par l'opération Cœur de ville voulue par le gouvernement. Nous aurons le plaisir d'accueillir à la Cité, ici même, le 19 mars prochain, les 222 maires qui ont postulé pour être sélectionnés sur ce programme d'action.
C'est un sujet brûlant pour les futurs architectes qui auront en charge la concrétisation de ce programme au sein du territoire. Et c'est un sujet essentiel pour tous ceux qui vivent dans les territoires. Nous parlons de la revitalisation des centres anciens de notre pays. Il était fondamental, évidemment, que nous puissions dialoguer avec ceux qui vivent la désertification de nos centres-bourgs et qui, chaque jour, se battent pour tenter de leur donner vie. Cette leçon préfigure donc le prochain cycle des cours publics qui démarrera en septembre prochain sur le thème de la revitalisation des centres anciens. Notre objectif, notre ambition est de proposer à destination de tous les publics une réflexion approfondie sur les problèmes posés par la revitalisation des centres anciens qui dépassent les simples outils réglementaires et convoquent toutes les énergies au service d'une politique ambitieuse pour les territoires. De territoires, de rêves, de passion, il va en être question immédiatement avec vous, messieurs, qui avez accepté de nous faire l'honneur de votre présence et de la communication de votre savoir. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Nous vous cédons la parole après une petite présentation de chacun d'entre vous par Benoît Melon, à qui je cède la parole. Et je vous souhaite une très belle leçon inaugurale et merci vraiment d'être là. L'école de Chaillot a été fondée en 1887 au Palais du Trocadéro, où nous nous trouvons, et elle organise depuis 2005 et chaque année une leçon inaugurale destinée en premier lieu aux architectes qui passent le diplôme de spécialisation et d'approfondissement dans la mention architecture et patrimoine. Mais elle s'adresse aussi au grand public et c'est pour ça que nous avons voulu aller vers ce grand public, comme l'a rappelé notre présidente. Alors pourquoi avoir choisi cette année de ne pas faire appel à un grand nom de l'architecture pour donner cette leçon inaugurale ? Tout simplement parce que nous avons souhaité aborder un thème qui relève d'un grand problème de société, au-delà d'une relation architecture et patrimoine, et qu'il nous a semblé, messieurs, que vos pérégrinations aux quatre coins du globe, dans une auscultation permanente des villes en perpétuel devenir, étaient propices à l'éclairage que nous recherchions avant de nous lancer dans une année de cours publics sur le thème de la revitalisation des centres anciens. Car qui mieux que vous pouvez décrire cette ville qui, comme vous l'exprimez parfaitement, est à l'image de notre mémoire en constante réorganisation. Cette ville, elle se construit, elle se reconstruit au quotidien dans une interaction permanente entre la situation présente et les situations déjà vécues. La ville enregistre nos désirs, nos expériences et nos traumatismes. Elle entremêle les histoires de nos vies, chargées d'émotions, et l'histoire inscrite dans la pierre, couchée sur le papier. Elle juxtapose, combine, assemble, efface et invente sans cesse. Paroles fortes qui dépassent singulièrement les attitudes préformatées que bien souvent les spécialistes que nous sommes adoptent par nécessité réglementaire ou par habitude. Il nous fallait cet éclairage des cultures du monde qui bouscule un peu nos réflexes et nous replace en situation créative. C'est pourquoi cette année, nous vous avons demandé, M. Orsena et M. Gissoul, co-auteurs de l'ouvrage remarqué Désir de ville, paru aux éditions Robert Laffont en 2018, de relever ce défi et je vous en remercie infiniment. Éric Orsena, j'ai cherché comment je pouvais vous décrire et je me suis aperçu que ce n'était pas si facile. Vous êtes économiste, écrivain, homme politique et membre de l'Académie française. Mais cela m'a semblé insuffisant. Il manque à ce panorama le goût de l'aventure, car vous avez parcouru et continué à parcourir le monde. Ce que l'on oublie souvent quand on parle de vous, c'est qu'après des études de philosophie, de sciences politiques et surtout d'économie, vous deviendrez chercheur et enseignant dans le domaine de la finance internationale et de l'économie du développement à l'Université de Rouen, à l'Université de Paris 1, à l'École normale supérieure et à la London School of Economics durant 11 années. Vous étiez sous le feu des projecteurs lorsque, sous la présidence de François Mitterrand, vous êtes conseiller culturel à l'Élysée, notamment pour ce que l'on a appelé les grands travaux. À cette occasion, vous rencontrez l'architecte Léo Mingpei, concepteur de la pyramide du Louvre, avec qui vous déambulerez dans Paris et qui vous donnera, selon vos propres termes, des clés de lecture pour appréhender l'architecture, avant d'entrer au Conseil d'État en 1985. N'oublions pas qu'en 1998, vous avez été élu à l'Académie française au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau. Parmi les nombreuses institutions renommées dont vous êtes ou avez été membre ou président, telle la Corderie royale de Rochefort, je citerai l'association Hermione Lafayette, dont vous êtes le fondateur, le Haut Conseil de la francophonie ou encore le comité de parrainage pour le remontage de la flèche de la basilique de Saint-Denis.
Je citerai aussi l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, dont vous avez été président du conseil d'administration, où vous ferez une rencontre importante en la personne de Nicolas Gilsoul, qui enseigne le projet et avec qui vous avez noué des liens d'amitié qui vous conduiront quelques années plus tard à coécrire l'ouvrage précité Désir de ville. Parallèlement à vos activités professionnelles, vous êtes l'auteur de nombreux romans primés et essais traitant de sujets plus scientifiques et axés principalement sur celui de la mondialisation. Je ne vais pas tous les citer, bien entendu. On connaît tous l'exposition coloniale qui a été votre prix Goncourt. Mais parmi la série des petits précis de mondialisation, le voyage au pays du coton, l'avenir de l'eau, sur la route du papier, la géopolitique du moustique et encore Désir de ville. Je crois qu'effectivement, cette approche nous montre bien par rapport au sujet que vous avez une connaissance fine de la mondialisation et de notre sujet. J'ajouterai que vous avez été désigné ambassadeur de la lecture par le président de la République en juin 2017 et auteur d'un rapport intitulé « Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain », qui a été remis à la ministre de la Culture, je crois, presque jour pour jour, il y a un an, à la médiathèque de Murau, dans les Yvelines. Vous aimez les mots, les voyages, la mer, et aujourd'hui vous explorez les visages de la mondialisation. Vous êtes très investi sur les questions du développement durable, de l'économie circulaire et de l'aménagement des territoires. Vous présidez également un think tank international créé à l'initiative de la Compagnie nationale du Rhône. Bref, en un mot, Éric Orsenna, vous êtes l'homme de la situation par rapport au sujet que nous souhaitions aborder. Votre complice d'aujourd'hui est architecte, paysagiste et chercheur. Nicolas Gilsoul, vous êtes docteur en sciences à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement à Paris. Et vous partagez avec Éric Orsenna le goût de l'aventure. Vous débutez votre parcours par des études d'architecture à l'école Saint-Luc de Bruxelles, dont vous sortirez diplômé en 1996. On y enseigne l'importance de l'art de bâtir et l'apprentissage du regard sur l'architecture vernaculaire et ses rapports aux logiques du lieu, des cultures et de la matière locale disponible. Vous intégrerez rapidement une agence d'architecture. 2 ans plus tard, vous rejoignez l'École nationale supérieure du paysage à Versailles, où vous rencontrez Gilles Clément. Ce sera le début d'une longue collaboration jusqu'au musée du Quai Branly. Votre questionnement sur la pertinence à muséifier un morceau de paysage soumis aux dynamiques naturelles vous incite à présenter le concours d'entrée de l'Académie de France à Rome, dont vous êtes lauréat puis pensionnaire de la Villa Médicis pendant 1 an. Ainsi, vous approfondirez le sujet en multipliant les projets d'architecture et de paysage et questionnerez le cheminement, le parcours et l'art de donner à voir, à lire l'histoire. De retour à Paris, vous aurez en charge une trentaine d'importants projets d'architecture et de paysage pour l'agence Villemotte, principalement en Corée et au Japon. Vous remportez plusieurs concours et prix d'architecture à Vancouver, Busan en Corée pour votre propre nom, pour l'Académie royale de Belgique avec Valentine Arrighi, paysagiste. Et vous enseignez le projet d'architecture et de paysage à la célèbre école polytechnique de Zurich. L'expérience se conclut par un studio où vous emmenez vos étudiants sur les traces de Luis Barragan à Mexico pour analyser les fondements de ce qu'il nomme l'architecture émotionnelle. De retour à Paris, vous engagerez dans un parcours doctoral à l'Institut des sciences du vivant sur les mécanismes de l'architecture émotionnelle et obtiendrez le titre de docteur en sciences, tout en créant votre atelier d'architecture, mêlant ainsi pratique, recherche et enseignement dans 3 écoles en parallèle, l'ENSA de Paris-Malaquais, l'ENSP de Versailles et les Beaux-Arts de Bruxelles depuis 14 ans. Vous avez été commissaire et scénographe de l'exposition La ville fertile, objet du désir en 2011, ici même à la Cité de l'Architecture, qui explorait des archétypes de paysages hybrides naissant dans la ville du XXIe siècle à travers le monde. Tous vos travaux vont alors s'orienter vers la nécessaire résilience des villes et votre expertise sera sollicitée pour des villes, des industriels et des élus avec de nombreuses interventions et conférences en France et à l'étranger sur l'adaptation de celles-ci. Je ne pense pas dévoiler un secret en disant que vous serez commissaire de l'une des 4 expositions de la première biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France, de mai à juillet 2019, intitulée « Échappée belle », qui suggère à la fois une invitation à la promenade et la catastrophe évitée de justesse. Elle explore 24 lieux de reconquête urbaine mondiale après une crise, un accident ou une blessure, et peut-être l'évoquerez-vous tout à l'heure. Et puis vous avez écrit « Désir de ville » avec Éric Orsenna en 2018. Avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier les équipes techniques qui ont mis un point
qui ont mis au point la diffusion de cette leçon sur 3 points du territoire. Et pour nous, vous savez que c'est très important, comme l'a souligné la présidente. Je voudrais aussi remercier l'équipe de l'école de Chaillot, à mes côtés, qui a permis la réalisation de cette leçon inaugurale, mais aussi et surtout tous ceux qui se sont mobilisés avec enthousiasme et contre les difficultés en région pour vous entendre et vous voir en direct ce matin. Je voudrais aussi me tourner vers vous deux, messieurs, pour vous exprimer la profonde reconnaissance de l'école de Chaillot d'avoir accepté de relever le défi, de nous parler en 1 heure et demie, d'un poème entre la ville et l'homme qui dure depuis presque la nuit des temps. Merci à tous deux. Merci beaucoup. On est très honorés d'être reçus par vous et comme vous venez de le dire, je voudrais saluer ceux qui ne sont pas seulement à Paris. Parce que, contrairement à ce qu'on pense en France, tout ne se passe pas uniquement à Paris. Et donc, nous sommes tous sauf jacobins. Et je participe, vous l'avez dit, Madame la Présidente, à l'action Cœur de Ville, où beaucoup de la survie de notre démocratie va se jouer avec le préfet Rollon. Donc, on travaille sur ces questions-là. Alors, je voudrais commencer par 2 histoires qui ne sont pas sans lien avec la photo. Un matin du milieu des années 80, tôt, je me retrouve en impressionnante compagnie, puisqu'il y avait là François Mitterrand, Jacques Lang, le ministre Biasini, on n'a pas besoin de dire de Jacques Lang qu'il est ministre, avec des liens un peu compliqués entre Lang et Biasini, qu'on peut imaginer, il y avait un ballet très intéressant, et Paye. Et à côté de nous, il y avait un engin de chantier, de ces engins qui permettent de lever des charges. Et tout autour, il y avait des gros tuyaux de caoutchouc. C'était avant la possibilité de présenter les projets en 3D. Et imaginez tout ce petit monde qui se balade au milieu du parking qui était le Louvre pour essayer de savoir où, concrètement, on allait ériger la pyramide. Autre monde. Ce qui allait entraîner une polémique qu'on a complètement oubliée, parce que les plus violemment opposés à la pyramide sont ceux qui maintenant disent partout qu'ils étaient les défenseurs les plus convaincus. J'ai tout entendu comme bêtise dans ma vie déjà longue, mais il y a eu un florilège à ce moment-là qui était particulier, notamment avec une sorte de méconnaissance de l'histoire et de la géographie, des insultes qui m'étaient adressées à moi, petit conseiller culturel, en disant « Comment osez-vous ouvrir la porte aux Arabes du cœur de la France ?» avec une sorte de confusion entre les Arabes et les Égyptiens, avec les pyramides, qui était quand même assez réjouissante. C'est-à-dire, les faits alternatifs ne datent pas d'aujourd'hui. Première histoire. Cœur de question du patrimoine. C'est-à-dire, c'est le Louvre, et c'est la pyramide, c'est la nouveauté, c'est la relance d'un musée. Et quand on sait la passion absolue qu'avait François Mitterrand pour l'histoire, on voit à quel point ces questions l'importaient. Deuxième petite histoire. On est dans le bureau de François Mitterrand. Il m'a fait venir alors que je ne suis plus conseiller culturel, mais il voulait sans doute ou que je chronique cette histoire ou que je vous la raconte aujourd'hui, parce que, comme vous savez, il croyait aux forces de l'esprit. Nous sommes là, à peu près les mêmes. Et les travaux du Grand Louvre ont commencé. Et le ministre de l'économie ne veut pas quitter son bureau. Il s'appelle Édouard Balladur, et il ne veut pas quitter son bureau de Rivoli, disant que la France est à Rivoli et ne doit pas aller ailleurs. Et alors, le but de la réunion, c'est assez trivial, c'était de dire
Deux points, et c'est François Mitterrand qui parle. Comment est-ce que vous pourriez faire le plus de bruit possible pour enfin le chasser? Et alors chacun disait ça, ils en remettaient, voilà, comment c'était possible. Donc pour faire des bruits, qu'en fait ils s'aperçoivent qu'ils ne puissent plus travailler à Rivoli, qu'ils soient obligés d'aller déménager dans le nouveau site du ministère de l'économie et des finances. Donc c'était assez passionnant de voir ces deux moments. Et ce qui était aussi autre souvenir, c'est que j'ai accompagné François Mitterrand à un certain nombre de voyages officiels et il abordait les questions qui concernaient les rapports entre les deux pays. Mais très vite, il montrait qu'il s'y intéressait médiocrement. Il expliquait à tout le monde ce qu'allait devenir le Grand Louvre. Et je me suis retrouvé dans les pays les plus divers où François Mitterrand demandait du papier et expliquait aux chefs d'État de pays qui ne savaient absolument pas quel était l'enjeu. Il expliquait très précisément que l'axe du Louvre n'était pas l'axe des Champs-Élysées et que c'était des vrais dessins d'architectes là. Et alors, les chefs d'État hochaient la tête en disant « Mais quel beau pays vous avez !» Voilà. Nicolas, c'est à toi. Ok. Alors, on va essayer de faire une transition avec les éléphants dont vous a parlé Eric, pour vous expliquer un peu pourquoi on a choisi ce titre aussi. Alors voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va essayer d'explorer ensemble cette question de la mémoire, cette question de l'héritage, et le rôle clé que cette mémoire peut avoir dans les traces et dans les empreintes des traumatismes notamment de la ville. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous emmener en voyage avec 8 escales différentes avec Eric. Et ensuite, dans un troisième temps, on répondra à vos questions. Voilà. Alors, cet éléphant qui nage est assez surprenant. Je vais convoquer à la barre, puisqu'on va parler de patrimoine et donc d'héritage qu'on lègue, je vais convoquer à la barre l'éléphant d'Afrique. C'est pas celui-là, c'est celui qui a des grandes oreilles. Il faut savoir une chose, c'est que l'éléphant d'Afrique est un éléphant qui mange énormément. Alors, il a une mémoire phénoménale, mais il mange énormément. Et pour manger énormément, dans la savane, il doit faire énormément de kilomètres. Donc en 5 mois à peu près, un troupeau d'éléphants peut faire jusqu'à 600 km. Tous les 4 jours, ils doivent bouger. Et d'un point à l'autre, pour trouver de l'eau, parfois il y a 60 km. Donc il a une mémoire phénoménale, spatiale, une mémoire visuelle, une mémoire olfactive, et une mémoire, il peut reconnaître à l'odeur jusqu'à 100 personnes différentes, c'est assez hallucinant. Une mémoire liée aussi aux saisons, il peut reconnaître son chemin en fonction des fructifications saisonnières. Donc c'est un animal quand même extraordinaire. Et cette mémoire, ce patrimoine, cet héritage se lègue d'éléphant en éléphant, du plus âgé au plus jeune. Quand il y a des terribles sécheresses, et ça arrive de plus en plus souvent, on doit faire appel à la grand-mère éléphant. La grand-mère éléphant, elle a 35 ans. La grand-mère éléphant, c'est celle qui a la plus grande mémoire, la plus ancienne mémoire, et elle va permettre de sortir du territoire habituel des éléphants et d'aller chercher l'eau plus loin, là où elle se souvient que ça existait. Et ce parcours, du coup, ce parcours extraordinaire, ce parcours très très grand, vous voyez qu'il est important parce qu'il est important pour sa survie. Premier point. Deuxième point, il y a la mémoire du corps. Si on vous a parlé de mémoire, c'est parce que la ville, c'est une mémoire. Il y a la mémoire du corps. Le corps, lui aussi, évolue. On reste sur les éléphants. Il existe maintenant de plus en plus d'éléphants qui ont dû s'adapter aux nouveaux dangers. Le nouveau danger, avant c'était le lion, le tigre, maintenant ce sont les braconniers. Et donc les éléphants, par sélection génétique, maintenant, de plus en plus, naissent sans défense en ivoire. Vous en avez entendu parler. Donc l'éléphant, dans sa mémoire et dans son corps, est en train de se transformer. Nos villes aussi se transforment. Nous aussi, on se transforme. On ne se transforme pas aussi vite que les éléphants, mais on se transforme aussi. Et donc c'est important de comprendre dans quel monde on vit. Et quand on parle de patrimoine, la question est celle de l'héritage qu'on va laisser, qu'on va léguer. Finalement. Alors, c'est pour ça que, si tu permets, c'est pour ça que nous nous permettons une suggestion, c'est-à-dire que pour une des prochaines leçons inaugurales,
inviter une grand-mère éléphant. Puisqu'il ne s'agit pas de se restreindre, puisque vous avez déjà élargi beaucoup en quittant le domaine de l'architecture, élargissez à d'autres animaux. Donc nous avons des contacts avec des grands-mères éléphants, donc nous pourrions servir d'intermédiaire comme vous voulez. Voilà. Il y en a d'autres, on pourrait prendre aussi les hirondelles. Vous savez qu'à Chicago, les hirondelles ont leurs ailes qui sont plus courtes. Parce qu'en quelques générations, elles se sont adaptées aux tours de verre et de cristal pour arriver à faire des parcours acrobatiques et pour ne pas s'éclater sur les vitrages. Les escargots à Barcelone ont changé la couleur de leur carapace. Elles sont blanches pour supporter les îlots de chaleur urbains. Et ce petit garçon-là, à Manille, il collecte 1 kilo de plastique pour 30 centimes dans les bidonvilles de Manille. Il faut savoir qu'on a, et vous le savez, un continent de plastique qui fait 6 fois la taille de la France. C'est aussi la question de l'héritage, la question des villes. On a un dérèglement climatique assez impressionnant qui nous amène des icebergs sur les rivages de Chicago et à d'autres endroits quasiment en même temps des sécheresses sans précédent. Et puis on a des léopards à Bombay, à Mumbai, qui vivent dans la ville. C'est le fameux léopard des faubourgs. Si vous invitez la grand-mère éléphant, invitez le léopard des faubourgs. Ils s'entendent plus ou moins bien. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux-là s'habituent, s'adaptent, ils partagent le territoire. Nous, on n'est pas encore tout à fait prêts à partager le territoire avec eux. Donc ces questions-là, on va parler certes de centre-ville, de centre historique, on va aussi parler de cette ville qui est tentaculaire, qui est hybride et qui aujourd'hui est soumise à des dynamiques nouvelles, des dynamiques fortes, animales, végétales, socio-économiques, humaines. Et donc la question de la mémoire, je voudrais là qu'on essaye ensemble de donner une autre définition au terme de résilience. On entend partout, qui est très galvaudé, pourtant c'est un joli mot, qui est très galvaudé, parce que face à toutes ces dynamiques, face à toutes ces attaques de l'extérieur, la ville cherche à devenir résiliente, c'est le grand mot. Hein. La résilience, c'est la capacité physique d'un matériau à garder son intégrité malgré les chocs, malgré les contraintes. C'est la fable du roseau. Plus pragmatiquement et plus proche, c'est votre oreiller à mémoire de forme. Donc la ville cherche à se greffer des prothèses résilientes, des marais hybrides, des prairies inondables, des forêts urbaines, pour arriver à réguler les dynamiques auxquelles elle fait face. Moi, ce qui m'intéresse dans la résilience, c'est une autre définition de la résilience, parce que sinon on est juste dans la réponse pragmatique, la réponse pratique. Et cette définition de la résilience, je l'ai trouvée il y a 20 ans dans les recherches du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui parlait de la résilience comme étant la faculté incroyable des humains, de certains humains, à transcender la tragédie, à passer au-delà de la peur et du choc et de la catastrophe pour devenir autre, pour se transformer. Cet enfant-là, il est à Haïti. Je ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette notion-là, dans cette notion de résilience-là, dans cette appellation de résilience-là, dans cette définition, c'est la rage de vivre. Ce n'est pas juste une prothèse qu'on installe pour résister à un froid ou un chaud, c'est la rage de vivre. Et sans cette rage de vivre, la ville ne se fait pas, ne se fabrique pas. Parce que pour se redresser après un attentat, pour se redresser après une inondation, après un ouragan, il faut d'abord des hommes et des femmes qui ont envie de se battre. Alors on va brosser ensemble une série de mémoires, une série de souvenirs. Et on va vous montrer comment la ville s'est nourrie de ces cicatrices. On commence par la mémoire de la catastrophe naturelle. Le tsunami en est à Constitución, à 300 km de Santiago, au Chili. On est 3h30 du matin, dans la nuit, un 27 février en 2010. Une vague qui fait la hauteur des immeubles des Champs-Élysées, lancée à la vitesse du TGV, qu'on n'avait pas vu venir, s'écrase sur la ville. 1 demi-million d'habitations balayées en 1 heure. 10% du PIB est basculé, et des mois pour s'en relever,
des années pour se relever. L'axe même de la Terre est décalé de 8 cm et on perd depuis ce jour-là 1,26 microsecondes par jour dans nos agendas déjà très chargés. Constitution a imaginé un plan pour se relever. Ce plan, il invente 3 choses, et c'est intéressant. Il invente 3 choses. La première chose, ce sont toutes les choses que vous voyez en vert un petit peu plus dense sur l'image. C'est une barrière de zone tampon. C'est les fameuses prothèses dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un barrage, on va mettre un paysage de collines, dunaires, forestières, pour se promener. On ne va pas stigmatiser en mettant un mur, on va étendre et se protéger en reculant ou en avançant. Deuxième attitude intéressante, on va retravailler le socle de la ville, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. On va retravailler le nivellement très fin de la ville avec des pentes à 2%, 1,5%, 3% par endroit, qui vont petit à petit faire glisser les eaux de ruissellement du prochain tsunami, parce qu'il y en aura un autre, du prochain tsunami, vers les 3 rivières de la ville, jusque-là oubliées, pour permettre à l'eau de s'évacuer plus rapidement. Et troisième action, installer dans les lieux hauts et les lieux protégés des équipements, des écoles, des gymnases, des lieux de culture, des lieux d'éducation, qui, eux, vont devenir les lieux de refuge du prochain tsunami. Copenhague, 2011, une pluie sans précédent. On va le répéter souvent, sans précédent, mais c'est ce que vous entendez tous les jours à la télévision. Une pluie sans précédent, vous voyez quand même les bus qui nagent dans Copenhague, des millions de dégâts, d'euros de dégâts, et puis les experts se rassemblent et ils se rendent compte que pour faire face à la prochaine pluie, parce qu'il y en aura une prochaine, et elle sera encore plus forte, que pour faire face à la prochaine pluie, il faut intégrer dans le cœur de Copenhague 46 km² de réservoirs. Dans une ville constituée de 88 km², c'est pas évident. C'est un sacré pari. Et donc tous les espaces publics vont être repensés différemment. La rue, le boulevard va devenir un Thalweg, le parc va devenir une éponge, etc., etc. Une réflexion qu'on retrouve avec les opérations Sponge City de nos amis en Chine aussi, qui ont dégagé des budgets phénoménaux pour mettre en place des éponges capables d'absorber 75% des eaux de pluie des grandes villes chinoises polluées et les nettoyer. Retour à Copenhague. Engaven Park. Engaven Park est un parc néoclassique, aux lignes très précises, installé dans le quartier ouvrier de Vesterbro. Des grands ensembles constitués autour de cours intérieures. Au début du XXe siècle, enfin dans les années 20, ça fonctionne très bien. On élit même la plus belle fille de Vesterbro dans le parc. C'est très festif. Et puis petit à petit, dans les années 80, nouvelle population qui arrive, gentrification, première vague, nouvelle population qui arrive, et ils décident de transformer tous les intérieurs d'îlots en jardins communautaires. Tous les habitants se rassemblent là et le parc est abandonné. Ça devient le lieu du deal, ça devient le lieu de l'oubli. Avec la pluie, on a été obligé de faire quelque chose de ce parc. Et quelque chose, c'est un immense réservoir. Donc il y a quelques murets, vous voyez la situation en haut projetée, la situation en bas projetée quand il y a de la pluie. C'est-à-dire qu'on va installer quelques murets, on ne va pas changer les lignes générales de ce parc néoclassique, mais on va le mettre à jour. Comme vous mettez à jour votre téléphone. On va le mettre à jour en installant juste quelques murets, retravailler sur le nivellement pour permettre de garder, comme une pelle, de garder les eaux de ruissellement et donc de tamponner ces pluies puissantes. L'ouragan, New York. En bleu, ce sont les zones qui sont sous l'eau quand Sandy ou ses copines ont décidé de faire leur course à Manhattan. Après Katrina, il y a eu Sandy et Obama. Et après Sandy, Obama et cet épisode-là, New York a décidé de multiplier les projets résilients, c'est-à-dire de réinvestir toutes les côtes, de les doubler, de les tripler, quelquefois avec des projets assez incroyables. Moi, j'adore celui-là, c'est l'agence Scape qui a imaginé autour de Manhattan une
une ceinture d'huîtres architectes. Vous voyez, vous avez du monde à inviter la prochaine fois. Il y a l'éléphant, il y a le léopard des faubourgs, il y a l'huître architecte. L'huître architecte qui va créer un récif hybride qui va casser les vagues avant qu'elles arrivent sur Manhattan. Alors ça, c'était une idée, c'était un concours qui a eu lieu au MoMA, et les architectes ont gagné une zone d'essai à Staten Island, où ils sont en train de mettre en place un dérivé de cette situation. Jamais New York aurait fait appel à des huîtres architectes avant Sandy. Donc cette mémoire de la ville est quand même, on le disait, remplie de traces et de sursauts et de créativité incroyables. Le traumatisme de l'attentat. Inutile de parler de Paris, on va essayer de remonter aux sources, là où tout a basculé, le 11 septembre. Oui, le 11 septembre. On se souvient tous des images, des sons à la radio. On se rassemblait dans les bureaux pour essayer de comprendre ce qui se passait en direct. Un choc incroyable. Le monde n'est plus pareil depuis ce jour-là. On sait que les États-Unis peuvent être frappés de plein fouet, qu'on peut tous être frappés tout le temps. Il y a plein d'écrits très intéressants qui ont été publiés là-dessus. Les films américains blockbusters de l'après 11 septembre ne sont plus les mêmes que ceux de l'avant 11 septembre. La peur a changé de forme. Pour évacuer les traces de cet attentat, il y a une noria de camions qui démarre au lendemain de l'attentat pour embarquer tous les déchets et pour les amener sur les Fresh Kills, qui est la plus grande décharge de New York à ce moment-là. On saupoudre les derniers déchets du World Trade Center sur cette immense décharge à ciel ouvert qui est sur Staten Island, dans le New Jersey. Et puis, New York décide de bâtir dessus le plus grand poumon vert de New York, le deuxième Central Park, le nouveau Central Park. Une mosaïque de milieux humides extrêmement riche, écologiquement parlant, qui donne une autre image et une autre vision sur la ville. Vous remarquerez la mise à distance de Manhattan depuis ce nouveau parc, qui est en fait constitué sur des collines de parfois 16 mètres de déchets. Si vous avez de la chance, vous pourrez encore inviter quelqu'un d'autre dans la salle, c'est l'Arfan des Neiges, qui est la chouette blanche d'Harry Potter. Elle vit là depuis peu de temps. Alors évidemment, après l'attentat, il y a aussi les explosions qu'on n'a pas vues venir. La cicatrice de l'accident. À ZF, à Toulouse. On est là le 21 septembre 2001. Un stock de nitrate d'ammonium, je traduis fertilisant, comme quoi déjà, explose. 2500 blessés, 31 morts. On est à 5 km du centre historique de Toulouse. Un cratère de 80 mètres de large sur 6 mètres de profondeur. 18 mois après l'explosion, si vous regardez bien l'image, vous voyez qu'il y a des immeubles là derrière, il y a des gens qui habitent là. 18 mois après l'explosion, on a encore 14 000 personnes qui sont soignées pour des stress post-traumatiques. On n'est pas en Irak, hein, là on est à Toulouse. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il y a la loi Bachelot en 2003 qui reconnaît la catastrophe technologique, donc une indemnisation collective, mais surtout on va dépolluer le site, on va le transformer en espace vert, en morceaux de nature, en morceaux de paysage, et on va développer des grands projets comme l'Oncopole, recentre de recherche sur le cancer, une ferme solaire immense par rapport à Toulouse, et ces grands projets qui démarrent de réflexion sur la revalorisation et le retournement de la ville de Toulouse sur la Garonne, ou Garonne, comme ils disent là-bas, puisqu'elle a ses coups de colère et elle peut déborder, sortir de son lit pour venir frotter la ville. Autre catastrophe, autre explosion traumatisante, Fukushima. Cette fois-ci, la catastrophe naturelle rencontre l'accident nucléaire. Pas de chance, c'était les greniers du Japon.
C'est là qu'on cultivait la terre, c'est là qu'on mangeait, c'est là qu'on buvait. Voilà, le produit de la terre et des fermiers du Japon. Alors du jour au lendemain, eh bien, la terre elle est contaminée pour des dizaines de milliers d'années. Hein, on ne connaît pas les chiffres. En fait, on donne des chiffres très très loin en se disant que là, de toute façon, on n'y sera plus. Donc ce que vous voyez à droite, cette espèce de forme verte, c'est le nuage de contamination qui a touché le sol uniquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sursaut populaire, on doit faire une transition énergétique absolument, c'est évident, au Japon, sauf que les enjeux financiers, les lobbies sont très très puissants, on va rester finalement dans le nucléaire, et les fermiers sont invités à retourner maintenant sur les zones contaminées. Donc leurs enfants ont un petit carré de plastique autour du cou, et quand le carré de plastique devient rouge, on leur demande de rentrer à l'intérieur des maisons et de placer des bouteilles d'eau remplies le long des fenêtres parce que c'est que la contamination est un peu forte. Donc là, j'avais travaillé moi sur un projet de paysage éolien d'un nouveau type. Ce que vous voyez à l'extrême droite, ce sont des morceaux des situations particulières de paysage qui, en fonction des vortex, des vents et des couloirs de vent, vont travailler de manière plus ou moins intense avec un nouveau type d'éolienne qui est mis en place, qui est mis au point par l'université Caltech en Californie et qui travaille sur le même principe que, vous avez déjà vu ça, les boules de poisson. Vous voyez, dans l'océan. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui fait un petit mouvement et puis ils sont tous entraînés par le même mouvement. Et ça fait une espèce de, voilà, d'énergie. C'est le même principe là. Donc pourquoi ne pas imaginer autre chose à partir de ces catastrophes? Seattle, la porte de l'Alaska. Vous voyez cette grande... Aujourd'hui, on appellerait ça une balafre. Hein, cette grande césure entre la ville et Elliott Bay et le Pacifique. C'est l'Alaskan Way, une autoroute aérienne qui fait la porte de l'Alaska. Il se fait qu'il y a un tremblement de terre, l'Alaskan Way bouge sur ses jambes fragiles, s'effondre à moitié, et la ville, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, en profite pour, petit à petit, récupérer, s'étendre et imaginer des bâtiments comme des tortues géantes sur la carapace desquelles on va voir se déployer des espaces publics, des parcs, des jardins, qui vont petit à petit passer au-dessus des voies rapides et vont rejoindre l'eau. Sans le tremblement de terre, ça aurait été plus compliqué. Après les sursauts de la terre, les balles, les explosions, il y a la crise des rues, la crise socio-économique. Souvenez-vous, à Madrid, du mouvement des places. Elle naît en pleine crise du secteur du bâtiment qui fait bon écho, rebond à la crise des subprimes aux États-Unis. Souvenez-vous du 15 mai, du mouvement des indignés. Ce jour-là, plusieurs centaines de milliers de Madrilènes se rejoignent à la Puerta del Sol et vont lancer d'autres mouvements, Occupy, le mouvement des places et d'autres. Ils vont surtout inspirer des prises de conscience différentes qui vont transformer la manière dont on fabrique les villes aujourd'hui. Des prises de décision collégiales, un mode d'organisation qui est fondé sur l'autogestion et surtout, très important, une réflexion, et ça nous touche directement sur les cœurs de ville, une réflexion sur la notion de commun. Les premiers laboratoires citoyens vont émerger dans les espaces vacants et non planifiés de Madrid. Ce sont des lieux d'expérimentation, de réflexion. Ici, par exemple, El Matadero, qui est l'ancien abattoir de Madrid, c'est là que tout fourmille. Ce truc-là, c'est la cinémathèque. Et ce que vous voyez qui a l'air d'être extrêmement design, ce sont des tuyaux d'arrosage qui sont récupérés, qui sont éclairés d'une certaine façon, comme quoi pas toujours besoin d'avoir de la pierre. Et ce lieu, cet endroit, va tellement fourmiller, va tellement riche de créativité, qu'il va lancer quelques mois, quelques années plus tard, la reconquête du Rio Madrid,
qui est le fleuve qui jusque-là était oublié, était enterré. L'État va jouer avec, il va mettre des millions sur la table pour enterrer l'autoroute urbaine. On va retisser comme ça des liens avec le Rio Madrid. Medellín, bien sûr, vous connaissez tous les narcotrafiquants, les FARC, plus ou moins directement, et les sicarios, les fameux tueurs en série, tueurs professionnels des narcotrafiquants. Medellín a en fait complètement changé en très très peu de temps. À la fin des années 80, c'était la ville la plus, avec le taux de criminalité le plus haut du monde. Et en quelques années, en 20 ans à peine, elle s'est hissée à la première place du classement du Wall Street Journal, devant New York et devant Tel Aviv, diminué par 15 le taux d'homicide et triplé le PIB par habitant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un maire intelligent et engagé qui a, en 7 ans, placé 40% du budget municipal dans la culture et dans l'éducation, et qui a décidé que les territoires de villes informelles, qui constituent quand même une grande partie de Medellín, faisaient partie de la ville, qu'il n'était pas question de remettre des joints creux et des beaux détails dans le cœur historique, mais qu'il était d'abord question de retisser des liens avec ces quartiers, avec les forces en place dans ces quartiers. C'est ce qu'on appelle la ville inclusive. Et on va donc, du jour au lendemain, se retrouver avec un métier à tisser différent. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont, ça vous connaissez, hein, ces choses-là, ce sont d'habitude on les prend pour aller sur les pistes de ski, mais comme de toute façon à Grenoble, il n'y a plus de neige, on les utilise là maintenant. Et ce que vous voyez là-bas au bout de la perspective de la rue, en haut, trois gros cailloux, c'est la Bibliothèque d'Espagne, qui est une des opérations de ce qu'on appelle les UVA, Unités de vie articulée, qui est un outil d'urbanisme incroyable, complètement novateur, utilisé à Medellín, placé dans les creux, dans les pentes érodées, dans les zones inconstructibles de Medellín, entre différents quartiers, entre différentes barrios, pour retisser ce lien, une bibliothèque, mais aussi, et ça Eric peut vous en parler en France beaucoup, mais aussi un centre où on se rencontre, où on parle, on apprend à vivre ensemble, et la décharge qui était à côté devient un jardin botanique spontané dans lequel les enfants arrivent à mettre des noms sur les plantes qui constituent leur territoire. La crise frappe l'Amérique aussi, bien sûr, on connaît l'histoire de Détroit, tous. Non loin, il y a Flint, qui est pas mal non plus, on vous conseille. Flint qui est en train de se relever avec une énergie aussi forte que Détroit. Les premiers commerces qui vont fermer sont les commerces de proximité, de bouche. Donc ça veut dire que ce qui vous reste, c'est la malbouffe, les hot dogs en plastique qu'on vous trouvez dans les stations-service, qui, elles, continuent à survivre. Et donc un taux de malbouffe incroyable qui grimpe dans Détroit. Les personnes qui partent en brûlant leur maison pour essayer de toucher l'assurance. Et donc petit à petit, la plaine fertile du Michigan qui reconquiert le territoire. Hein, ce que vous voyez là, et cette photo-là, elle est quand même assez impressionnante. Vous avez le downtown, et puis tout ce qui est en dessous, un peu vert, il y avait des pavillons là-dedans, et tout ça est petit à petit recolonisé par la plaine du Michigan. Et donc les habitants, pour répondre à cette crise de la malbouffe notamment, vont petit à petit réinvestir les parcs publics, les parcelles des voisins, avec des zones de maraîchage, des zones de potager illégaux d'abord, et aujourd'hui organisés dans un réseau incroyable de connexions grâce à la révolution numérique, ce qui fait que ça fait venir les artistes, ce qui fait que ça fait venir les entrepreneurs, ce qui fait que ça fait venir les investisseurs. Et on a des mouvements ascendants aujourd'hui à Flint et à Détroit qui sont prometteurs. Alors le vert, ça vend bien. Hein, la promesse de nature, parce que là aussi, c'est un souvenir lointain pour beaucoup de citadins qui rêvent de faire revenir cette nature au cœur des villes. J'ai appris récemment qu'il y avait même un symptôme, le symptôme du manque de nature, traité par les psys. Ici, vous êtes à Montréal. Alors, ça a l'air très, très vert, hein, comme ça. Mais dans cette ville-là, vous avez jusqu'à 5 canicules consécutives dans le même été.
Donc Montréal est très cuit et vous pouvez avoir des différences de 6 à 8 degrés d'un côté à l'autre du même trottoir en fonction des quartiers que vous traversez. Montréal a une chance, a une force. C'est un réseau, une mosaïque de paysages forestiers importantes qui rentrent dans la ville. Alors, ce sont principalement des frênes, une grande forêt urbaine, on appellerait ça aujourd'hui. Et le petit problème, il est petit, il est comme ça à peu près. Ça s'appelle la grille du frêne. Ne l'invitez pas, lui, pour le coup. La grille du frêne, c'est un petit insecte qui aurait beaucoup plu à Jean Fabre pour faire ses œuvres. Il est un ver extraordinaire. Il vient de Chine, mais alors il a un appétit monstrueux et il adore les frênes. Le problème, c'est que la grande quantité d'arbres du Canada, ce sont des frênes, donc ils se font bouffer. Et donc la forêt de Montréal est en sursis. Mais si la forêt de Montréal est en sursis, c'est Montréal qui est en sursis parce que la canicule grimpe. Donc il y a un projet qui s'appelle l'opération Canopée qui prévoit de replanter cette forêt, mais aussi de protéger celle qui est en place. Et là, on arrive dans des choses quand même assez étonnantes, puisqu'on arrive dans des partenariats, des alliances avec des drones, des cartographies en temps réel qui vous positionnent chaque arbre en fonction des attaques qu'ils peuvent avoir de l'extérieur pour savoir son niveau de stress à l'arbre, parce qu'eux aussi stressent, il n'y a pas que nous, son niveau de stress, et en fonction de ça, pouvoir faire les Américains diraient des frappes chirurgicales, des opérations ciblées pour soigner point par point et pour retransformer cette ville point par point. Donc ça veut dire que Montréal est en train de se transformer par ce désir ou par ce besoin de nature. On connaît évidemment Bordeaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît tous le pari de Juppé des 55 000 hectares de nature de Bordeaux, la reconquête des rives, mais aussi l'intérieur des territoires, parce que je me souviens de cette phrase de Juppé quand même assez incroyable, qui disait qu'il voulait, dans la gare de Bordeaux, installer une pancarte pour les Parisiens en disant « Nous sommes complets ». Bordeaux devient de plus en plus dense, de plus en plus habité, et donc commence à s'étaler. Pour ne pas s'étaler sur des territoires de nature, il faut penser à travailler avec la nature et en bonne intelligence, en mettant le paysage en préalable. Et puis il y a des opérations incroyables, il y a des opérations de renaturation incroyables. Ici à Séoul, c'est assez connu, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ces deux photos l'une à côté de l'autre. On est sur une des artères principales de Séoul, d'une autoroute urbaine. Photo en noir et blanc dans les années 60, photo en couleur il y a quelques années. Donc le maire décide, transition énergétique, révolution des mobilités, décide de pollution, airpocalypse. Vous la connaissez aussi, celle-là. On est bien placé à Paris. Décide d'arracher l'autoroute urbaine, de la démonter, et de retrouver la rivière oubliée qui était en dessous. Du coup, on ressoude les lèvres de la ville et on installe, je ne sais plus, il y a 192 espèces différentes d'oiseaux qui se retrouvent à cet endroit-là, sans parler des humains, parce que quand même c'est pour eux d'abord qu'on fabrique cette ville. Et puis évidemment, au risque de me faire taper sur les doigts aujourd'hui, le projet de la tour Occitanie à Toulouse, dont je dessine les jardins, qui a provoqué et qui provoque des polémiques importantes. C'est pas la pyramide du Louvre, mais c'est une tour. Et elle est à Toulouse, elle est à côté de Matabio, elle est contre le canal du Midi. Ce que je veux vous montrer par là, je vous ai parlé de Toulouse tout à l'heure avec AZF, c'est la volonté très forte du maire pour ramener une nature, quelle qu'elle soit, au cœur de sa ville, et parfois dans des quartiers où il n'y en a pas. On peut reparler ensemble de ce projet-là ensuite, mais on n'est pas dans le cœur historique de Toulouse. On est le long du canal du Midi, par contre, et l'idée est d'enrouler la canopée du canal du Midi dans un double ruban jusqu'à 150 mètres de hauteur en travaillant sur une cartographie végétale adaptée à ces nouvelles données climatiques. Donc vous le voyez, la nature en ville est parfois très acrobatique. Moi j'ai voulu me frotter à ce truc-là parce que justement je n'étais pas fan des fourrures vertes qu'on voyait un petit peu partout et du greenwashing. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Je vous dirai quand c'est fait. Les glaciers, parce que la question qui se pose en faisant ces jardins, c'est la question de l'eau, évidemment. Parce qu'à Toulouse, comme le Rhône à Lyon, comme le Niger ou comme d'autres grands fleuves, ils s'épuisent.
Alors, on en a certains qui sont de plus en plus tumultueux parce que les glaciers fondent, mais une fois qu'ils auront fondu, dans peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? Cette image-là est assez impressionnante. On est au milieu de l'océan Pacifique, dans l'archipel des Kiribati. Derrière, vous avez la ville de Tarawa. Le président des Kiribati, à chaque sommet pour le climat, vient à la tribune pour rappeler qu'il a plus que 20 km, 18 km, 17 km, 5 km, un caillou, parce que l'eau monte lentement. Et ça, c'est intéressant aussi pour la réflexion sur ce patrimoine, c'est que vous avez vu que l'attentat, c'est une réponse directe, l'explosion, c'est une réponse de 10 ans, l'ouragan, c'est une réponse relativement directe. Là, la fonte des glaciers, la montée des eaux, on est dans un temps très très long, un temps qui dépasse celui de la ville ou de celui qui a le pouvoir et les clés de la ville. Mais c'est un problème réel. À Tarawa, ce président, Anote-Kong, a décidé, pour sauver sa population, d'acheter à l'église anglicane, comme quoi, d'acheter à l'église anglicane une terre refuge dans les Fidji. C'est un petit bout de terre, si vous regardez sur Internet, vous trouverez, c'est un truc de cocotier sur une plage blanche, c'est un morceau paradisiaque de carte postale, 20 km². Pour les réfugiés des Kiribati, couverts de forêt. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ce n'est pas forcément la bonne solution, puisque d'une part, 20 km², ça nourrit 300 personnes, ils sont 10 millions. Et deuxièmement, les Fidji, c'est à 5 heures d'avion. Donc j'ai fait le petit calcul pour vous, il faut 12 000 Airbus A380 pour transporter les réfugiés. Ceux qui ont peut-être une chance de pouvoir monter dedans. Donc on n'est pas dans la bonne solution. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors pour les Kiribati, ce sont des villes flottantes qui vont au large. Mais quand on regarde les images, en général, elles ne sont pas habitées par les réfugiés climatiques. Ça, on est dans le désert d'Atacama, au Chili. Près du désert d'Atacama au Chili. On est dans un paysage de mines immenses à ciel ouvert. Ce que vous voyez, les vapeurs, là, les poussières, ce sont des poussières de métaux, pas terribles pour la santé. Et non loin de là, il y a une ville, Calama. Une ville qui s'est positionnée, c'est une ville minière qui s'est positionnée, alors vous voyez là, c'est assez intéressant, ça s'est positionné avec les propriétaires des mines protégés des vapeurs toxiques par une ceinture d'habitat de mines, les ouvriers, qui eux prennent de plein fouet les poussières, et derrière on est protégé, on est tranquille, et on est dans une boucle de la rivière qui, elle, est alimentée par les glaciers des Andes. Alors comme les Andes fondent, comme les glaciers des Andes fondent, en ce moment il y a beaucoup d'eau. Et donc il y a un projet qui est en train de naître là de Elemental, qui est de détourner une partie de cette eau et de créer un collier de jardins protecteurs, une zone de tampon, de paysage, pour protéger des vapeurs, enfin des fumées, faire une barrière, et puis pour faire une barrière d'espaces publics dans lesquels on va en même temps travailler le sol, travailler le lien social. Sans la fonte des glaciers, on n'aurait pas imaginé ce projet-là. Quand ils auront complètement fondu, j'espère qu'ils auront tout exploité. Et puis il y a des lieux comme le Groenland qui est en train de reverdir. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on s'intéresse au centre historique urbain italien et français, mais le Groenland est un territoire incroyable puisque hier, c'était de la glace, aujourd'hui, c'est de la roche. Hier, on se promenait d'un endroit à l'autre en motoneige ou en motoski ou en bateau. Aujourd'hui, on est obligé d'aller d'un endroit à l'autre en camion ou en voiture. Donc ça veut dire des routes, ce qu'il n'y avait pas avant. Quel est le modèle importé des villes pour bâtir ces nouvelles villes minières qui grandissent comme des champignons au Groenland, puisque les intérêts sont intéressants, ils sont très hauts au niveau des matières premières. Dernier choc, l'esprit des sécheresses. Il y avait beaucoup d'eau, il n'y en a plus. Souvenez-vous des sécheresses. Souvenez-vous du plan de Cerdà à Barcelone.
Cerda avait eu l'intelligence de comprendre que Barcelone était coincée. Coincée entre des montagnes en haut et coincée entre deux fleuves, le Pezos et l'autre, de part et d'autre. Il avait eu l'intelligence d'organiser et d'orienter la trame urbaine en fonction des vents dominants, rafraîchissants de la mer. Il avait eu l'intelligence d'installer au cœur de chacun de ces carrés que vous connaissez bien avec les angles arrondis, d'installer au centre de ces carrés des jardins, donc des climatiseurs naturels, des zones de porosité et de rafraîchissement. Il avait eu la grande intelligence de faire border chacun des fleuves par les jardins ouvriers communautaires et d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant à New York avec beaucoup d'entrain, l'effet cool breeze. C'est-à-dire vous prenez le vent, vous le faites passer d'une rivière sur des zones arborées et ça va ventiler la ville qui est à côté. Sauf que Cerda, ben voilà, il a un certain temps, et puis après, Barcelone a eu beaucoup de succès, et s'est construite. Tous les intérieurs d'îlots, c'est devenu des parkings. Les deux rivières ont été complètement construites d'industries et de tissus très très serrés. Et donc aujourd'hui, dans le quartier d'Example, près de la Sagrada Familia, que vous connaissez bien, on a 2 mètres carrés par habitant d'espace vert. Rien. Donc on a chaud. Dans les années 80, Barcelone a été très 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 reconnu, modèle européen, notamment pour les designers et les architectes français. Tout Lyon s'est en grande partie inspiré de ces actions-là à Barcelone. La transformation des places qui étaient des parkings en places publiques. Des dessins extrêmement fins, de la pierre minérale, beaucoup de pierres, beaucoup de pierres. Et très chaud aujourd'hui, 30 ans plus tard, impossible. Impossible de survivre dans ces places minérales, donc on est en train de gratter. On griffe, on gratte, on arrache, on plante. Et la nouvelle référence de l'espace public à Barcelone, c'est la palmeraie. Nouveau patrimoine introduit. Le palmier fait de l'ombre sur l'arbousier, l'arbousier fait de l'ombre sur sur le truc plus bas, etc. etc. J'aime beaucoup ce projet-là à Gando. On est au Burkina Faso, projet de Francis Kéré, parce qu'il alimente quelque chose là dans nos réflexions. Donc ce sont des logements pour des professeurs, et ce que vous voyez devant, c'est un seuil, mais c'est plus qu'un seuil, c'est l'espace des palabres, c'est la place. C'est l'espace où on se rassemble, où on discute. Et si vous regardez bien, l'eau, quand elle vient du ciel, elle va glisser dans l'architecture et elle va être donnée à voir et à suivre dans un système de rigoles qui va alimenter la citerne autour de laquelle on se rassemble. L'eau est posée dans un territoire de sécheresse au cœur, sur la table des négociations. Et on va terminer avec Jaipur. On est au cœur du Rajasthan, un des territoires les plus pauvres et les plus secs de l'Inde. Je pense que l'image satellite parle d'elle-même. Il fait chaud. Et Jaipur survit grâce à l'économie du tourisme. Alors forcément, on a des magnifiques palais de Maharaja. Et pour visiter ces magnifiques palais de Maharaja, vous êtes obligé, enfin c'est vachement bien, de monter sur un de ces éléphants hyper maquillés qui font la fierté de Jaipur et qui grimpent la colline jusqu'au rêve de ces histoires incroyables de Maharaja. Alors il faut savoir un truc, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous ai parlé de l'éléphant à grandes oreilles de l'Afrique. On va aller voir son copain à petites oreilles de l'Inde cette fois-ci. Ces éléphants à petites oreilles, en fait, ils viennent d'où? Ils viennent des pentes de l'Himalaya, c'est-à-dire une zone tropicale humide, chaude, des forêts. Il faut savoir un truc, c'est que les éléphants ne suent pas. Ça, vous aurez de la chance quand vous les invitez ici. Il y a déjà un problème en moins. Ils ne transpirent pas. Par contre, justement, pour survivre, si le chien fait sortir sa langue, l'éléphant a besoin de s'arroser d'eau tout le temps. Et donc, dans les forêts, il n'y a pas de problème. L'humidité est tellement palpable que l'éléphant survit. Les Maharajas ont trouvé cette bête-là très intrigante et l'ont entraînée dans une des zones les plus sèches de l'Inde. Donc pour survivre, l'éléphant, il doit boire beaucoup. Et pour se faire copain avec son maroute, il doit jouer dans la baignoire. Petit calcul, je vous laisserai le faire à la maison, mais il faut savoir qu'un éléphant, ça boit 300 litres d'eau par jour. La compagnie des éléphants de Jaipur, c'est 100 bêtes.
100 éléphants, fois 365 jours, fois 300 litres d'eau, dans une des régions les plus sèches et les plus arides d'Inde. Mais c'est la seule source de revenus valable de l'économie locale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vire les éléphants ou est-ce qu'on invente autre chose? Et là, c'est un projet très très beau, un projet pour les éléphants. En haut, vous avez la situation en 2007 et en bas en 2010, donc en 3 ans. Hein, c'est le même paysage, c'est le même point de vue. C'est une ancienne carrière abandonnée, donc dans lequel vous avez des baignoires naturelles, enfin naturelles non, des baignoires anthropisées qui ont été complètement creusées, qui ont créé des baignoires. Toutes ces baignoires sont mises en réseau et le projet va, dans un premier temps, retravailler de nouveau la topographie. Souvenez-vous tout à l'heure Constitution, c'est-à-dire que parfois le travail le plus délicat et le plus invisible est le plus juste pour travailler dans un patrimoine ou dans une zone de cœur de ville. On va travailler le sol, le socle, pour guider la moindre goutte d'eau de la mousson. Ces derniers temps, la mousson, là, elle commence en bas, elle remonte, elle passe en 4 jours. Donc en 4 jours, il faut faire des économies d'eau pour que les éléphants puissent batifoler et que les gens puissent survivre. Donc, première action, travailler le sol, le nivellement, pour permettre à cette eau de glisser dans chacune de ces baignoires, d'être contenue. Installation de végétation locale pour tenir les bords, pour les maintenir, et puis installation de débarraquements, que là vous voyez, des petites architectures, des petites maisons qui sont des architectures mixtes, on dirait, c'est du logement mixte, c'est éléphant maout. Il y a une pièce spéciale pour les éléphants, et cette architecture a été conçue en faisant coucher l'éléphant par terre pour travailler avec un dimensionnement qui n'est pas celui du Neufert que vous connaissez, mais qui est celui de la taille de l'éléphant. Dans le Neufert, il n'y a pas la taille de l'éléphant. Et donc un travail direct avec les maouts, c'est-à-dire ceux qui tiennent les éléphants. Et donc une remise en valeur aussi de leur caste, qui jusque-là était invisible en Inde. Un travail de replantation avec la population. Un engouement pour ce projet. Un engouement tel qui fait écho à ce qui se passe dans la campagne de Jaipur, la redécouverte des Joads, qui sont ces systèmes hydrauliques qui permettent à l'eau d'alimenter l'agriculture. Et ces citernes incroyables. Et le premier journal du Rajasthan, Le Monde, Figaro, ce que vous voulez, publie un appel au public pour aller nettoyer bénévolement les Joads ou les réseaux de rigoles dans Jaipur. À quelques semaines des élections, c'est très suivi. Tout le monde y va, de tous les bords politiques, parce que chacun doit se faire voir en train de nettoyer l'eau. Et en fait, ça amène à une redécouverte d'un réseau hydraulique énorme, imaginé par les Maharajas, et oublié depuis, parce que beaucoup de ces réservoirs sont cooptés sur des propriétés privées qui ont coupé le réseau d'eau et qui ont gardé la citerne pour eux. Donc, branle-bas de combat administratif, branle-bas de combat cadastral, branle-bas de combat général. Et depuis peu existe au Rajasthan un parlement de l'eau dans lequel on prend des décisions collectives sur la gestion de ces rivières et de cette eau. Voilà, parce que le lieu des citernes et le lieu des réserves est d'abord le lieu de vie et qu'il n'est pas possible de les laisser uniquement aux touristes. Alors on va continuer. Mais de ce tour du monde, vous tirez une première conclusion qui est une sorte de morale. C'est la morale qui reprend le titre du bateau de Jean-Baptiste Charcot, pourquoi pas? Ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Donc le possible est là. Donc ce qui nous a passionnés dans ce voyage, c'était une sorte d'immense catalogue du possible. Et à partir de lieux durement éprouvés. Alors on va continuer un peu plus rapidement. Premièrement, l'Hermione. Pourquoi l'Hermione? Vous voyez là ce long bâtiment qui est la Corderie royale. Corderie royale, c'était dans tous les arsenaux, c'était l'endroit où on fabriquait les cordages. Et qu'un bateau comme l'Hermione a besoin de 45 km de cordage de tout diamètre. Donc c'était le lieu le plus important. Et donc, dès le moment de Louis XIV, on a décidé de se reconstruire une marine
Et toutes les excellences françaises apportaient leur concours. C'est-à-dire les meilleures forêts qui permettaient les fûts les plus droits, c'est-à-dire les forges, c'est-à-dire, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer venait là. Et cette corderie royale a fait partie de ce qu'on appelait les grands travaux en province ou en région. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas uniquement, encore une fois, des projets parisiens. Et donc, me promenant un jour avec le maire, on voyait les formes de radoub, c'est-à-dire ces grands creux dans la terre où on construit ou répare les bateaux, et il n'y avait personne. Donc le patrimoine, c'est un personnage. Et on s'est dit, quel personnage on va trouver? Et on a regardé et on s'est rendu compte que ça serait bien de donner à Rochefort comme personnage. Rochefort qui était blessé puisqu'il n'y avait plus d'arsenal, la marine était partie, donc c'était une ville sans ambition, sans rien. On s'est dit, refaisons le bateau sur lequel Lafayette est parti en mars 1780 pour apporter le support, le soutien officiel, enfin, du roi de France aux insurgents américains. Et notre idée, c'était que le bateau soit le personnage, mais que le chantier soit lui-même le personnage. Et très très vite ça a marché, mais dès la première pose de la première planche, puisqu'on a eu chaque année 300 000 visiteurs dans une ville de 35 000. Et à la fin, c'était plus de 4 millions de visiteurs. Donc, patrimoine veut dire personnage. Il était une fois. Premier exemple. Deuxième exemple, Hambourg. Alors, Hambourg, il y a deux héritages. Un premier héritage, c'est un héritage de honte, et le deuxième, c'est un héritage de gloire. Et les deux héritages, la honte et la gloire, étaient refusés. La honte, parce que dans l'île de Williamsburg, c'était l'endroit où s'étaient concentrées les industries chimiques et les industries d'armement, on ne voulait plus savoir. Et le port, on voulait lui tourner le dos comme partout, comme à Seattle, comme partout, comme à Vancouver, comme partout. C'est-à-dire, on voulait se protéger de la mer. Et des inondations, parce que là, ce n'est pas la mer, c'est l'Elbe, mais qui est très violente, puisqu'en 1963, il y a eu quand même 250 morts liés aux inondations. Et brutalement, c'est-à-dire en 15 ans, on a complètement changé. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de l'île de Williamsburg ? Et on a complètement changé cette honte en potentiel, puisque c'est un lieu qui est une sorte de vitrine des nouvelles technologies, notamment d'énergie. Et on s'est complètement ouvert avec un système très intéressant, privé-public, qui s'appelle Afen City, où on accueille les visiteurs, les bateaux reviennent, et ça devient un des ports d'escale. Et vous savez que le monde de l'escale est de plus en plus rentable. Et c'est aussi avec cette sorte de geste architectural de l'opéra, c'est une des villes qui redevient une des villes musicales les plus importantes. Donc c'était un patrimoine nié qui est à la fois positif et négatif et qui est complètement relancé, avec un dialogue entre les différentes architectures qui, moi, me fascine, avec un seul oubli, c'est qu'ils n'ont pas pensé, les chers architectes, qu'il y a une force qui s'appelle le vent et qu'ils ont installé les voies principales exactement dans la ligne des vents dominants. Il y a un autre élément qui est intéressant à Hambourg, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, toutes les options politiques en commun, pour dire voilà ce qu'on va faire. Et quelle que soit l'alternance, ce qu'on fait. Et un autre élément, j'ai discuté avec le maire de Hambourg, j'ai dit comment vous avez fait aussi vite? Et il me dit c'est facile parce que je suis en même temps le maire de Hambourg et le président de l'État de Hambourg. Donc je rêve qu'il y ait en même temps à Paris le maire, la présidente de région et puis la communauté. C'est-à-dire les institutions soit permettent, soit interdisent. Nous savons, et ça c'est l'ancien conseiller d'État qui parle, que les institutions de la région parisienne
condamne à l'impuissance Paris, qui sera toujours en 2e division. Donc, dans vos questions là d'enseignement, montrez l'importance du droit, c'est-à-dire le droit permet ou le droit interdit. Et ça, en bourse, c'est passionnant pour ça. Et je discute avec le maire, et je lui dis, mais, et Berlin là-dedans? Alors il me dit, mais vous avez un peu réfléchi à l'histoire de Hambourg. D'après vous, depuis quand existe Hambourg? 1230. Très bien, vous avez bien révisé. Et il me pose la question en se marrant. À l'époque, c'était quoi l'Allemagne? Alors, je vous donne rendez-vous dans 800 ans. Hambourg sera toujours là. L'Allemagne, on verra. Ce qui pose une question extrêmement intéressante de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, c'est une sorte de retour au Moyen-Âge avec les villes de plus en plus importantes et des États de plus en plus faibles, puisqu'ils ont à lutter contre, à s'impliquer dans des guerres, non pas économiques, enfin pas seulement, mais aussi sociales. Donc il y a la question, quelle est la bonne échelle? Troisièmement, rapidement, c'est la question de Saint-Denis. Est-ce qu'il fallait reconstruire la flèche? Alors, il y a eu des bagarres. Est-ce qu'il fallait la charte de Venise, etc. Alors, ça m'a toujours fait marrer, cette charte de Venise, parce que si Notre-Dame s'effondrait, est-ce qu'on la rebâtirait pas? Est-ce que si les campaniles en Italie s'effondraient, est-ce qu'on rebâtirait pas? Il y a tellement d'autres endroits à rebâtir. Mais ce qui était intéressant, moi, c'est pour ça que j'ai participé à cette aventure, c'est que le symbole est extrêmement fort, municipalité communiste, et juste en bas de cette reconstruction de flèche de la basilique, il y a le marché. Et le marché, c'est chaque dimanche 115 nationalités. Donc la symbole, et avec juste à côté l'institution de la Légion d'honneur. Donc, et puis les tombeaux des rois, et puis cette formidable travail architectural de la municipalité de Saint-Denis, avec Madame Rodriguez, qui est un génie, qui depuis le début de cette implantation humaine. Donc c'était toute l'histoire qui était là. Donc c'était le symbole, et pas seulement, on a beaucoup parlé de géographie, mais là c'était l'inscription dans une sorte de continuité historique, avec chaque fois des métamorphoses. Le potager du roi, alors là c'est chez nous. Potager du roi. Alors, je vais dire en 2 mots, mais le potager du roi, c'est très, très passionnant parce que c'était 9 hectares de marais puants. Et c'était l'adjoint en botanique de Lenôtre, la Quintini, et il dit il faut lui faire des fruits et puis des légumes parce que le roi était gourmand. Mais ça, c'est un premier élément. Mais l'élément, moi, qui m'a toujours absolument passionné, c'est que cet endroit est une sorte d'accélérateur du temps. C'est-à-dire le roi, comme tous les politiques, était impatient. Donc il n'attendait pas que les melons arrivent à date et que les pommes arrivent à date. Il voulait que ce soit avant, premièrement. Donc il y avait des jeux d'exposition avec le sud, le nord, etc. Et il y a eu à un moment donné un jardin, moi, qui m'a toujours fasciné, qui n'avait pas reçu assez d'ampleur, mais dans la logique d'ambition, c'est-à-dire de maîtrise du temps. Le roi Soleil, c'est aussi la maîtrise de tout, dont le temps. Imaginez que dans le potager, il y avait ce qu'on appelait le jardin biais. C'est-à-dire le jardin biais, c'était une sorte d'intersaison qui soit juste en diagonale pour continuer à maîtriser le temps, c'est-à-dire qu'on ait livraison des légumes ou des fruits, à la fois dans la diversité, mais aussi dans l'arrivée, l'éclosion, dans toute la continuité du temps. Donc j'ai une passion pour ce potager du roi, et donc et je passe la parole à celui qui connaît. Non, mais c'est vrai que c'est une machine. Avant d'être un jardin, c'est une machine. C'est une machine incroyable à produire, c'est une machine à... Et aujourd'hui, c'est un laboratoire, c'est l'école du paysage, donc il y a des étudiants là-dedans qui essayent de comprendre aussi ce que c'est que la maîtrise du temps, et on a bien vu avant qu'elle était très difficile. Elle était peut-être illusoire à l'époque du roi, elle est aujourd'hui très très compliquée, et notamment
J'ai la chance d'accompagner la ville depuis 8 ou 9 ans maintenant sur le dessin des espaces publics de Versailles. Et ceci, c'est la cour des Senteurs. Ce sont des paris de tous les jours, c'est-à-dire que aujourd'hui, la ville a fait le pari du zéro phyto, 12 ans avant la loi Labbé, c'est-à-dire pas d'intrants, pas de produits phytosanitaires sur les plantes. Ça veut dire qu'il faut travailler avec l'intelligence et avec le génie végétal pour imaginer une nouvelle cartographie végétale qui tisse des liens et des continuités de forme et de sens avec le passé, tout en mettant en place un écosystème nouveau. Voilà. Donc il y a plein de questions passionnantes là-dessus. Qu'est-ce qui fait l'héritage de Versailles? Côté parc, côté jardin, côté château, on connaît. Côté ville, comment est-ce qu'on peut faire pour tisser au milieu de ce quartier historique de nouveaux espaces publics, parfois en traversant des îlots qui étaient destinés au départ à être fermés sur eux-mêmes? Voilà, donc Rome maintenant. Alors Rome, est-ce que Rome c'est seulement une ruine? Est-ce que Rome, c'est le lieu où on passe un week-end un peu plus chic que d'aller à Deauville quand on veut aller un peu plus loin dans une drague? Donc, comment est-ce que relancer l'intérêt de Rome? Et donc, la question aussi de la villa que tu connais bien. Donc, je te passe la parole à Rome et je me réserve pour Le Havre et Brasilia. D'accord. Alors, mais moi cette image, moi, elle me fascine. C'est une capture d'écran du film de Fellini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, ce morceau de film incroyable où on suit des bikers sur des motos la nuit dans Rome. Et ce qu'on voit, c'est l'ombre projetée des monuments qui change, qui grandit, qui se déforme sur d'autres monuments. L'ombre projetée par le phare des motos lancées à pleine vitesse dans le décor de Rome, cœur de ville. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller habiter là-bas pendant un an, dans un endroit plutôt pas mal, hein, quand même la Villa Médicis, c'est plutôt joli. C'est un balcon sur tout Rome. Et ce séjour m'a permis de travailler sur une question qui était « qu'est-ce qu'on fait de la zone archéologique centrale, c'est-à-dire le forum, les forums impériaux, le Palatin, la colline originelle de Rome. Qu'est-ce qu'on fait? C'était l'époque du passage à l'an 2000. Rome avait reçu beaucoup d'argent pour faire des réaménagements publics et je me souviens avoir assisté à beaucoup de présentations de projets d'aménagement où les Italiens étaient très fiers de dire qu'ils avaient tout appris des Français en matière d'aménagement d'espaces publics. Et je me souviendrai toujours de cette présentation pour le château Saint-Ange. Vous voyez, il y a le Tibre, il y a le muret qui protège la chute dans le Tibre, et puis il y avait une rue, et derrière il y avait le château Saint-Ange. Alors on reçoit de l'argent, machin, qu'est-ce qu'on fait? Et la ville de Rome décide de poser des bancs, d'enlever la rue, et de poser des bancs à l'endroit où les voitures se trouvaient pour pouvoir regarder le château Saint-Ange. Comme on l'aurait fait peut-être à Paris. La seule chose, c'est qu'en fait cet endroit-là, s'il s'était posé pendant une semaine pour regarder comment il fonctionnait, les jeunes ados italiens se posaient sur le muret, un peu en équilibre, et regardaient les filles et les garçons passer sur la rue avec en fond le décor du château Saint-Ange. C'est ça qui était le truc très chic à faire. Fare et le Giro à 5h de l'après-midi, c'était se poser sur le muret. Le château Saint-Ange n'était qu'un décor. Ce qui était intéressant, c'était, tiens, cette année, la mode, c'est les doudounes et les lunettes de soleil posées à l'arrière. Tiens, cette année, la mode, c'est mettre les chaussures dans l'autre sens ou pas attachées, etc. Ils ont posé les bancs. Vous irez voir aujourd'hui. Tous les jeunes restent sur le muret, mais il y a beaucoup moins de passages, donc ça fonctionne moins bien. Donc ça s'est déplacé plus loin. Et donc la question là, c'était de se dire, voilà, j'avais assisté à une scène incroyable sur le Palatin, un couple très, très mignon qui essayait de s'embrasser, et le gardien est arrivé en courant en leur disant « Chut, muséo, waouh, on s'embrasse pas dans les musées ». Pas rigoler avec ces trucs-là, ça premièrement, mais surtout on s'embrasse pas sur le Palatin. Alors que le Palatin et la zone des forums, c'est plusieurs hectares au cœur de Rome. Alors si ce truc-là n'est pas un jardin public, ça fige. Ça fige les passages, ça fige la transparence dans la ville et ça fige la vie. Donc tout le travail pendant un an a été notamment de se dire, tiens, dans le forum impérial, le forum principal, si on rentrait par la basilique de Maxence, eh bien tout de suite, on aurait
la compréhension du Cardo et du Decumanus sans avoir besoin de passer par un guide vert? Le Havre. Alors, c'est très étonnant parce que c'est un des exemples qui sont assez nombreux en France où une ville s'est complètement réveillée. C'est-à-dire, il y avait une ville qui avait été construite, reconstruite à toute vitesse, dont on méprisait complètement l'architecte. Et on s'est rendu compte que l'architecte était assez formidable, bien sûr. Et notamment ce lien d'avoir des sortes de galeries, c'est-à-dire des Rivoli modernes, c'était tout à fait pertinent avec la pluie qui de temps en temps arrive en Normandie. Et qu'il y avait des tas de possibilités de relancer. Avec le volcan au milieu, lequel volcan de Niemeyer, donc il y avait une sorte de dialogue avec deux générations d'architectes, et un lieu, le volcan, qui a été complètement relancé et qui est aujourd'hui la médiathèque de France la plus longuement ouverte chaque semaine, c'est-à-dire 55 heures. Et donc c'est quelque chose qui m'a passionné parce que c'est vraiment un centre de la ville. Et donc il y a ce point-là, avec des tas d'écoles qui ont été reconstruites, c'est-à-dire donc cette question-là est magnifique. Donc à l'intérieur du Havre, c'est magnifique. La question posée, c'est la question d'échelle et de tout le hinterland. Parce que le port, d'abord, il faudrait admettre que le port de Paris, c'est pas Gennevilliers, mais c'est Le Havre. Et comme disait, donc élargir complètement la conception, et que, comme disait Victor Hugo, la vraie rue principale de Paris, c'est la Seine. Donc ce mécanisme-là doit être, cette ambition-là, c'est-à-dire l'ouverture, premièrement. Deuxièmement, les infrastructures. Donc patrimoine veut dire aussi déboucher sur des infrastructures. Parce que si vous arrivez avec vos boîtes, votre bateau et vos boîtes, vos containers, et que vous n'avez pas de train pour les transporter, il faut savoir qu'aujourd'hui, on met plus de temps en train entre Paris et Le Havre qu'en 1930. Donc à quoi sert de faire un port si on laisse les boîtes sur le port? Autre question grave, c'est qu'il y a le canal du Nord. Et si vous n'avez pas suffisamment d'infrastructures, c'est-à-dire que le trafic relativement faible qui est encore traité au Havre sera piqué par Rotterdam et Anvers. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant dans la question du patrimoine aussi, c'est la question des échelles en termes de poupées russes. C'est-à-dire on peut très bien avoir un cœur de ville. Et voilà. Dernier point rapidement, il se trouve que une grande partie de ma famille est brésilienne, donc je vais souvent au Brésil et le moins possible à Brasilia, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, et vous savez ça aussi bien que moi, à quel point le beau peut aboutir à l'inhumain. C'est-à-dire qu'il y a une succession de formidables sculptures, mais il n'y a pas de ville. Parce qu'il y a le zoning, parce qu'il y a ce mécanisme-là. Et vraiment, j'ai vécu un certain nombre de temps à Brasilia, c'est absolument infernal. Donc, pour résumer tout ça, la question du possible, mais il y a une autre question qui est très grave au fond, c'est-à-dire l'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre des ambitions. Et le discours d'Alain Juppé pour annoncer son départ est extrêmement émouvant, extrêmement pertinent. Il se trouve que j'ai discuté avec lui de sa ville la veille de la première manifestation extrêmement violente des Gilets jaunes au Cœur, à Péberlan. Et il a ressenti comme une injustice incroyable, mais qui était intéressante parce que comment ont-ils détruit ce que j'ai mis tellement mon cœur à construire? Mais quand vous avez les cœurs de ville, soit qui sont complètement abandonnés dans les petites villes, soit qui sont complètement sacralisés, renouvelés et enrichis, avec de l'envie tout autour. Donc de l'un côté, vous avez l'abandon, et de l'autre côté, vous avez la violence. C'est pour vous dire que vous êtes vraiment au cœur, vous, de la société. Et que ma conviction la plus forte, c'est que la question du patrimoine, c'est vraiment la question du vivre ensemble avec l'histoire, avec la géographie et les différentes catégories. Donc, encore merci. Je vais être obligé de vous quitter maintenant pour une autre raison, c'est qu'il se trouve que je préside aussi une question de patrimoine, puisque je préside Normandie impressionniste et je vais au Sénat rencontrer la présidente de la Commission des affaires culturelles
du Sénat, mais c'est toujours des affaires de patrimoine. Donc, je ne sais pas si ça existe, mais comme j'ai jamais réussi à passer des concours et je me suis toujours arrangé pour être nommé au tour extérieur, peut-être un jour, je serai nommé architecte au tour extérieur. Je vous remercie.